messieurs, bienvenue de partout. Vous suivez Radio-Télévision Goma Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. De partout, vous nous suivez donc. Merci de suivre cette émission débat en direct ou en rediffusion. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous nous suivez les jours ou la nuit, raison pour laquelle je vous dis bonjour ou bonsoir. Ça dépend de là où vous suivez cette émission parce que nous sommes aussi suivis partout dans le monde entier sur le site internet, en direct sur notre site internet www.rtnk.org. Merci d'être au rendez-vous. Vous avez l'habitude de nous suivre au Canada, aux États-Unis et également. Et merci de nous suivre à Durban, en Afrique du Sud. Là, je m'en vais saluer des données Imani de ce côté-là. Merci aux amis des Maputo. Il faudra prochainement que je puisse amener la liste parce que vous êtes nombreux à réagir dans cette émission débat. Donc vous faites signe que vous suivez cette émission et c'est un plaisir pour nous de les savoir. Vous nous suivez également sur YouTube, c'est un plaisir pour nous de les savoir. Je m'en vais vous saluer, vous qui nous suivez à travers nos RTNK dans les territoires. Nous sommes suivis en relais sur Radio-Télévision Goma Kivu, RTNK Kaziba et également RTNK Chierano. C'est un plaisir donc de savoir que vous nous prenez un relais comme ça. Je vous salue, vous qui nous suivez à travers la RTNK Radio ici à Bukavu, parce que présentement nous sommes à la télévision, mais nous sommes suivis à la radio, en relais. Vous nous suivez sur 88, qu'est-ce que j'ai dit, 89 88.5 MHz. Toutes mes excuses, mesdames et messieurs. Je suis Mitima de la Chance, très heureux de vous retrouver donc dans ces débats sur Radio-Télévision Goma Kivu. Jean-Marie Chokaro, c'est donc lui qui est du côté de la technique télévision. Ici à RTNK, nous aimons l'appeler Alain Moloto. Nous-mêmes, nous savons pourquoi nous l'appelons comme ça. Nous l'appelons Alain Moloto ici. Alors que du côté radio, c'est Lucky Lusombo et Iber Meneloata, les deux qui assurent donc la technique radio. De quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? Deux sujets nous intéressent. Premier sujet, recrudescence des cas d'incendie à Bukavu, comment gérer ces catastrophes à répétition dans la ville de Bukavu, surtout presque chaque période de saison sèche, et c'est là depuis les années 2013-2014, il y a cette recrudescence-là. Certainement que les déplacés des Goma étaient ici à Bukavu, on en a parlé, alors qu'à Bukavu, il y a aussi des déplacés des Bukavu qui vivent à Bukavu. Et donc Bukavu, une ville sinistrée, et depuis quelque temps, des maisons, presque chaque après 2 jours, des maisons qui prennent feu à Bukavu. La période de saison sèche qui est devant nous ici, comment pouvons-nous passer cette période sans la protection civile est écoutée par les autorités? Qu'est-ce qui doit se faire? Comment éviter ces genres de drames dans la ville de Bukavu? On va en parler dans cette émission débat. Le deuxième sujet va aborder la proposition des lois sur la commission électorale nationale indépendante. Cette proposition des lois qui est controversée jusque-là dans la classe politique congolaise et même parmi les membres de la société civile. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les innovations de cette loi? Est-ce qu'on peut faire confiance prochainement en la commission électorale nationale indépendante? On va en parler dans cette émission débat. Ce sera dans Kivu. Pour la première partie, je suis avec certains invités sur ces plateaux de l'émission débat. Je suis avec Franck Kwabé Balibouno, il est chercheur au Serouki, ici à Bukavu, à l'Institut supérieur pédagogique. Il est master en aménagement du territoire. Bonjour Franck. Bonjour cher Mitima. Et bienvenue. Merci, merci. Franck, si je ne m'abuse pas, c'est la première fois d'être avec moi sur ces plateaux. Exactement, c'est la première fois. Bienvenue. Merci. Vous êtes chercheur au Serouki. Serouki, c'est le centre de recherche. Ouais. Et vous continuez. Merci, centre de recherche du Kivu. Voilà. Ah, j'étais tout près de la réponse. Ouais. D'accord, merci bien. Vous êtes donc chercheur au Serouki ici à Bukavu, à l'ISP, master en aménagement du territoire. À vos côtés, il y a Maître Adolphe Bandé qui est Bissimois. Il était avec nous il y a 2 semaines. Il est le coordonnateur provincial de la protection civile du Sud Kivu. Bonjour Maître. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci beaucoup. Ce jour-là, vous nous avez laissé encore de l'émission. Vous êtes parti parce qu'il y avait une réunion
importante. Merci d'être avec nous, Maître Adolphe Bandeke. À mes côtés, Juvenal Louchoulet, il est acteur de la société civile du Sud Kivu, président de l'APIA. C'est une structure qui vise la promotion et la protection des personnes albinos. Bonjour, Juvenal. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous disons aussi bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNK. Vous étiez avec Mais nous... aussi, je dis bonjour à toutes les personnes albinos qui nous suivent à cette minute de la RTNK. Merci bien. Vous étiez avec nous en début de cette année 2021. Vous êtes avec nous 6 mois à peu près. Mais oui, nous étions avec vous. Ce jour-là, vous étiez à ma gauche. Oui, ce jour-là, j'étais à votre gauche. Il fallait une alternance, en fait. Ça, il faut les rappeler. Oui. Bien, Juvenal, le 13 juin de chaque année, c'est dimanche, donc, la journée internationale pour la protection des personnes albinos. Oui, c'est le 13 juin de chaque année, en fait. Le 13 juin de chaque année. Les personnes vivant avec albinisme célèbrent cette journée qui a été décrétée par les Nations Unies. Et c'est une journée internationale pour la sensibilisation à l'albinisme, en fait. Alors, aujourd'hui, nous, à Bukavu, nous reconnaissons que c'est le 13 juin, mais à Bukavu, nous allons célébrer cette journée demain, le 14, en fait, parce que c'est toujours le mois de juin. Et quelle est la situation des personnes vivant avec albinisme pour le moment au Sud Kivu? Bon, rien n'a changé. Vous savez, pas quand les gens, en fait, la société continue à considérer que avoir un enfant albinos dans la famille, c'est une malédiction. Se promener avec un albinos, c'est une malédiction. Et les gens qui continuent à concevoir l'albinisme comme mythe, vous comprenez que sur le plan sécuritaire, sur le plan intégration, l'albinos continue à souffrir dans notre société. C'est pourquoi nous continuons toujours les luttes, nous continuons toujours les sensibilisations. En fait, il y a en fait un petit changement qui ne nous limite pas aussi à continuer à lutter pour que la personne albinos puisse retrouver aussi sa promotion, son intégration dans la société. Et depuis quelque temps, si je me rappelle bien, il y a 2 ans, il y avait des personnes qui ont été arrêtées à Momosho, si je me rappelle bien, dans les territoires des cabarets, dans les dossiers albinos. Et où en est les dossiers pour le moment? Parce qu'il y avait ces dossiers-là albinos du côté des... C'est à Momosho, si je me rappelle bien. Non, c'est à Momosho, Nyangezi, Moudoussa, tout ça. Oui, dans la partie là. Oui. Alors, où en est le dossier pour le moment? Est-ce que ces personnes ont été condamnées? Quelle est l'évolution du dossier? Non, de la chance, je n'aurais pas honte ni peur de vous dire que c'est un dossier que nous avons suivi, parce qu'avec le phénomène chasse aux albinos, vous savez, nous avons... Il y avait aussi ce qui déterrait même oui, les j'ai toute une liste déjà que j'ai déjà répertoriée des personnes albinos tuées, les personnes albinos tentées d'être tuées, les profanations des tombes des albinos, j'ai toute une liste. Alors, pour les cas que vous m'avez demandé des Momosho Nyangezi, même ici à Kavumu, ce sont des cas que nous avons dénoncés, nous avons déposé notre plainte au niveau des autorités compétentes. Malheureusement pour ces cas, une semaine après, on arrive, on nous dit ils ont une liberté provisoire. Provisoire, je ne sais pas pourquoi. Bon, nous, on s'est dit, ce n'est pas seulement la société qui discrimine les albinos, mais on a compris que même au niveau des autorités, il y a une discrimination parce qu'il y a les autorités qui disent que bon, ces gens ne peuvent rien faire, on ne peut pas quand même s'impliquer dans leur dossier. Alors, ça nous a vraiment beaucoup écœuré. Pour votre information, nous avons eu le même cas à Kavumu. On avait arrêté ces malfrats au niveau de la prison centrale, la prison des cabarets. Malheureusement, les bureaux qui envoyaient ces commissionnaires ont voulu même mettre fin à ma vie. J'ai beaucoup dénoncé, mais malheureusement, personne n'a voulu prendre cette question à main. Bon, nous avons utilisé le système Tujiking pour échapper à cet attentat. Mais vous comprenez que les albinos, toujours au sud du Kivu, sont toujours en insécurité sur tous les plans. Mais c'est quoi les mythes autour des albinos? Qu'est-ce qui s'est dit au juste? Non, tout ce qui s'est dit autour d'un albinos, c'est ça en fait les mythes. Oui.
quand les gens disent qu'ils ne meurent pas, comme si les albinos ne meurent pas. Ne meurent pas, comme s'ils ne sont pas des êtres humains. Il y a même des gens qui disent qu'ils n'ont jamais vu des albinos qui vieillissent. Il y a des gens qui disent que les albinos disparaissent. Pourtant, j'y vais en train de vieillir. Bon, les gens qui me voient aujourd'hui ne peuvent pas comprendre que j'étais aussi en faillite. Bon, les gens qui disent que si vous sortez, quand vous n'avez pas averti un albinos avec qui vous vivez dans la maison, vous allez rencontrer à l'extérieur comme si il est devenu un démon. Alors, tous ces mythes, tous ces croyances-là dont les gens se mettent en tête, c'est ça les mythes que même au niveau des régimes alimentaires. Il y a les gens qui vous disent les albinos ne mangent pas ceci. Les albinos ne peuvent pas se mettre à côté de ceci. Alors, tout ça, je crois que ça peut faire vraiment un débat. Alors que vous mangez de tout. Non, je ne suis pas omnivore. Il y a des choses que je mange. D'accord. Mais pas selon les croyances. Pas selon les croyances. Ouais. Vous savez, il y a des parents qui viennent souvent à notre bureau et ils disent non. Et on nous a dit que comme nous avons déjà un enfant albinos, nous ne pouvons pas même préparer des aubergines, nous ne pouvons pas préparer ceci. J'ai failli dire à un parent, préparez ça, amenez ça avec l'enfant. Nous avons mangé ça sur le plateau de la RTNC, les gens étaient épatés. Moi, d'ailleurs, les aubergines, moi je mange bien avec appétit. Alors, depuis ce jour-là, il y a des parents qui ont commencé à dire, non, on nous a menti. Vous comprenez qu'avec toutes ces croyances, c'est ça ce qui crée des mythes autour d'une personne albinos. Et c'est ça ce qui crée aussi des complexes, aussi de la crainte. Parce que quand les gens ont d'autres réalités par rapport à la personne albinos, il a aussi des difficultés de s'intégrer dans la société avec les autres. Est-ce que ce n'est pas dû à la pauvreté? Parce qu'il y en a qui croient que les os des albinos les procurent bonheur, chance, argent, etc. Vous parlez de la pauvreté. Ce n'est pas un problème de la pauvreté de la société. Vous parlez de la pauvreté, moi je parlerai plutôt de la pauvreté aussi de la culture. Parce que les gens qui disent si vous achetez telle ou telle partie d'une personne albinos, vous devenez riche. Moi j'ai toujours demandé de nous montrer ces marchés, cette catégorie de personnes qui sont censées acheter les personnes albinos, qu'on nous dise réellement qu'est-ce que nous incarnons par rapport à cette richesse et combien qui sont devenus riches parce qu'ils ont déjà vendu des albinos. Mais vous comprenez qu'il y a des gens autour de ces mythes, ils sont en train d'exterminer la catégorie de personnes albinos parce que un féticheur a dit ceci, on croit à ça, mais jusque-là, il n'y a aucune réalité, mais les personnes albinos continuent à être tuées, les tombes continuent à être déterrées pour des raisons mythiques et mystiques. Et les albinos sont estimés à combien pour le moment au Sud Kivu? Bon, ceux qui sont identifiés, parce que notre association, nous avons l'habitude d'identifier selon les territoires, mais autour de ceux qui sont identifiés, nous avons un chiffre de 213 jusqu'à maintenant. 213, oui. Identifiés jusqu'à là, mais ceux qui ne sont pas identifiés. Bon, ceux qui sont nés aujourd'hui et hier, je ne sais pas encore. D'accord. Un message à l'occasion de cette journée? Non, un message, vous savez, le thème international de cette année, c'est tous forts envers tous et contre tout. C'est ça le thème de cette année. Pour dire fort envers tous, c'est-à-dire un albinos. Je demande à tous les albinos de se considérer et de considérer leur potentialité. Et devant tout le monde, on doit se montrer qu'on est capable de tout faire comme d'autres personnes. Contre tout, c'est-à-dire nous devons tous combattre tout obstacle qui peut nous être un frein de développement ou d'intégration. Je crois aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cette 7e anniversaire. Septième anniversaire. Je demanderai à tous les albinos qui nous suivent maintenant, tous les parents, tous les amis, tout le monde qui aime les albinos, tout le monde qui peut croire qui peut savoir que demain aussi il peut donner naissance aux enfants albinos, de nous aider pour cette lutte en fait que les personnes albinos se sentent intégrées dans la société. Et vous demandez également au pouvoir public de vous protéger, c'est ça? Donc, nous avons toujours demandé ces mécanismes de protection, mais
En fait, au niveau du pouvoir public, nous avons toujours senti que c'est devenu un slogan parce que personne ne veut comprendre notre voix. Bon, en fait, il y a un problème sur le plan sécuritaire pour tout le monde, pas seulement pour la catégorie albinos. Espérons que ça pourra marcher, que la sécurité va s'améliorer. En tout cas, c'est ce qu'on espère bien. Maître Adolphe Bandeke, à part le fait que vous soyez coordonnateur provincial de la protection civile, et parmi la protection civile, bien sûr, il y a la protection des civils albinos. Alors, vous avez suivi les cris des Juvenal Morola, des Juvenal Louchoulé. Juvenal Morola, c'est un ancien confrère quand j'étais à Radio Saouti Arema à l'époque, toutes mes excuses. Et je le salue de passage à Goma où il est. Alors, la situation pour le moment. Oui, moi je crois que nous venons de suivre, ça c'est une bonne chose. Et c'est vrai, il y a eu des mythes autour de la question des albinos. Et ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est partout. Parce que vous avez suivi au Kenya, c'est la même chose, en Tanzanie, la même chose. Oui. Donc il y a eu des mythes, comme il vient de le dire. On pensait que les albinos étaient des extraterrestres. On pensait qu'ils étaient mystiques. Juste, il y a une sous-information au niveau de la population. Moi, je crois que le président, comme il vient de parler là-bas, il est important que nous nous mettions ensemble pour sensibiliser la population et les amener à comprendre que les albinos aussi sont des personnes comme tous les autres et il n'y a pas une généalogie des albinos ni une descendance des albinos. Donc, n'importe quelle famille peut avoir un albinos. Moi, je crois qu'il ne doit pas se décourager. Il ne doit pas dire que le pouvoir public, c'est devenu un slogan. C'est une question de stratégie. Et un plaidoyer reste un plaidoyer. Il doit toujours faire un plaidoyer. Mais ce que moi, je dois dire à la population par rapport avec la question des albinos, c'est de dire que les albinos sont nos frères. Nous n'avons pas le droit de les discriminer. Et nous l'avons vu quand on étudiait avec certains. C'est vrai, il y avait cette discrimination, mais il y a d'autres qui ont résisté et à la fin, ils sont devenus des grands. D'ailleurs, je me souviens, mon professeur d'anglais à l'IOB, c'était un albinos. C'était un albinos, oui. Et vous voyez Juvenal comme il parle. Juvenal lui-même, c'est un enseignant. C'est un enseignant, il parle bien français, il n'est pas complexé, oui. Ses enfants ne sont pas des albinos. Donc moi je crois à un niveau, ce sont des mythes que nous pouvons mettre fin si nous tous nous mettons ensemble. Mais ce qui est important pour lui, tel qu'il a fait le plaidoyer, il peut toujours nous rencontrer avec le paix d'intelligence et de moyens et de personnes que nous avons. Nous pouvons toujours organiser des sensibilisations. C'est une lutte et ce n'est pas en un seul jour qu'on va finir la lutte, mais c'est que je demanderai pour lui d'éviter des faveurs discriminatoires. Parce qu'en voulant avoir une protection particulière, ça amène où? Ça amène à la discrimination. Et même, ils vont se discriminer. Mais au contraire, ils peuvent dire tout simplement que, par exemple, les enfants qui étudient à l'école, qu'est-ce que le pouvoir public fait? Le pouvoir public peut dire, ces enfants-là ne vont pas payer, par exemple, le frais. Ça, c'est une discrimination positive, mais qui encourage, n'est-ce pas, les enfants à étudier et à devenir. Mais c'est ce que je dois dire. Mais dire que le pouvoir public, c'est devenu un slogan, il n'y a pas un autre endroit où vous pouvez mener un plaidoyer si ce n'est qu'auprès du pouvoir public. Donc, vous avez intérêt, il y a des personnes, il faut seulement choisir des personnes de bonne volonté qui sont au pouvoir public et qui peuvent vous écouter et qui peuvent vous accompagner. Et tout dépend de la manière dont vous avez orienté votre plaidoyer. Merci bien. On marque une petite pause et dans quelques instants, on parle catastrophe à Bukavu avec bien sûr ces incendies à répétition, surtout pendant la saison sèche. Comment est-ce qu'on peut les éviter cette année? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous au 09 92 11 30 86. Je répète, 09 92 11 30 86. Encore une fois, 09 92 11 30 86. J'attends vos messages, même vos messages audio. Ça s'appelle comment? Voice.
c'est ça. Même des voice, comme vous le faites d'ailleurs depuis quelques temps, et même des petits messages vidéo de 2 minutes, c'est possible de nous les envoyer sur WhatsApp à ce même numéro affiché sur vos petits écrans, 09 92 11 30 86, et nous allons les balancer, surtout vos points de vue dans ces messages, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau de radio-télévision Ngoma Yakivu? Comment améliorer les choses? On les améliore ensemble comment? Vous qui nous suivez en dehors de la RDC, merci de composer les plus 243, donc placez les codes, plus 243 9 92 11 30 86. Juste une petite virgule et dans quelques instants, on prend les sujets. La suite de l'émission Débat sur Radio-Télévision Ngoma Yakivu, c'est depuis quelques temps, mesdames, messieurs, et vous êtes sans ignorer, c'est là, à Bukavu, depuis bientôt 10 ans, que chaque saison sèche, il y a des dégâts. Donc pendant la saison des pluies, on parle éboulement, on parle inondation, etc. Alors que pendant la saison sèche, on parle incendie à Bukavu. Et chaque fois, on dit toujours bilan Zatena. Comme si c'est devenu une habitude. Plusieurs maisons ont été incendiées dans la ville de Bukavu, dans plusieurs quartiers où des maisons sont vraiment confinées. Est-ce que c'est du problème des autorités, du problème des administrés? Est-ce que c'est un démon? Qu'est-ce qui ne va pas dans la ville de Bukavu pour que chaque saison sèche, il y ait toujours des cas d'incendie? La saison sèche a débuté à peine, mais il y a plusieurs maisons qui sont parties en fumée. Que ce soit dans la partie Luziba, dans la commune d'Ibanda, quartier Nyalukemba ici à Bukavu, où on a enregistré au moins 2 incendies avec des vingtaines de maisons. Donc c'est environ 60 maisons maintenant qui sont parties en fumée, d'autres détruites, des habitants qui sont restés sans abri. Et dans la partie Kadutu, c'est la même chose. Des cas d'incendie sont enregistrés. Quand je dis Kadutu, les cas les plus récents, c'était vers Kadourou et également vers les... non loin des cliniques universitaires de Bukavu, il y a 2 semaines, il y avait ces cas d'incendie. D'ailleurs, à l'époque, il y avait certains déplacés des Goma qui ont perdu leurs biens. Ils se sont réfugiés ici à Bukavu, alors que Bukavu connaît aussi ses problèmes pendant la saison sèche. Bukavu, une ville sinistrée où il y avait des sinistrés venus de Goma également, donc des sinistrés parmi les sinistrés. Un problème, comment résoudre cette situation? Je veux qu'on puisse écouter d'abord Maître Adolphe Bandeke. Vous êtes le président, le coordonnateur de la protection civile au Sud Kivu. Quelle est la situation pour le moment? Oui, la situation pour le moment est que depuis le mois de mai, d'ailleurs avril, il y a encore une apparition d'incendie dans la ville de Bukavu et dans les territoires de Kabare et dans les autres villes de la province Sud Kivu. Mais comme nous le disons régulièrement,
il n'y a pas de fétichisme dans les domaines d'incendie. Il faut être seulement pragmatique. Pourquoi il y a incendie? C'est parce qu'il y a apparition du feu. Le feu a été causé par qui? C'est ça la question. Parce que les incendies, bien que faisant partie des catastrophes, mais ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes anthropiques, les catastrophes causées par l'homme. Donc c'est l'homme lui-même qui cause l'incendie. Il les cause directement ou il les cause indirectement. Directement, ça signifie que lui-même prend du feu, il met à la maison. Indirectement, c'est parce qu'il a oublié qu'il y avait des choses qui pouvaient occasionner du feu. Et sur base de cet oubli, le feu est apparu et les maisons sont embrasées et les biens sont embrasés. Donc, chaque fois, dans chaque catastrophe, il y a toujours la présence des combustibles. Oui, la présence, c'est là où je voulais dire. Ça signifie que même s'il s'agit des questions du courant, c'est-à-dire il y a une défaillance de l'homme, même s'il s'agit des questions de carburant, c'est parce que l'homme a laissé les carburants dans la maison. Même s'il y a une question de panneaux solaires, c'est parce qu'il y a l'homme qui a mal installé le panneau solaire. Ça signifie que la responsabilité personnelle, la première responsabilité, avant que ce soit une responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des individus. Je me souviens dans la formation des défenseurs des droits de l'homme, on nous disait que la première protection, c'est d'abord le défenseur des droits de l'homme, d'abord lui. Ça signifie que nous devons intégrer dans notre mentalité que signifie une catastrophe. Ça signifie, même quand vous montez sur une moto, vous savez que sur une moto, vous devez porter des casques. Et vous n'avez pas de casque. Il y a un accident qui peut survenir. Alors pourquoi on vous dit de porter le casque? C'est parce que lorsqu'il y a un accident qui va survenir, ça peut vous protéger. Donc pour ce qui concerne les incendies aussi, les conseils que la protection civile est en train de donner, c'est vrai, tout le monde dit, dans la ville, on est des gardiens, il n'y a pas de véhicule anti-incendie. Mais avant d'arriver au véhicule anti-incendie, quand le feu commence, vous pouvez l'éteindre avec un verre d'eau. Mais plus les minutes passent, plus le feu est en train de s'augmenter. Donc ça signifie que la prudence devrait déjà commencer au début, intégrée dans notre mentalité. Donc il n'y a pas de fétichisme de dire non, non, non. Il y a de l'imprudence de l'homme qui nous amène à tout ça. Merci. Et c'est pourquoi nous disons la protection civile. Maintenant, comme nous le disons régulièrement, nous sommes en train de vouloir mettre des équipes de sensibilisation. Maintenant, on va passer dans les maisons et expliquer aux gens. En attendant qu'il n'y a pas un véhicule, on va attendre. Vous n'avez pas idée. On va parler du problème du véhicule anti-incendie tout à l'heure. Oui. Bukavu, une ville de plus d'1 million d'habitants, sans véhicule anti-incendie. On va en parler tout à l'heure. Vous n'avez pas idée du nombre de maisons déjà parties en fumée depuis le mois de mai. Donc, en l'espace d'un mois. Depuis le mois de mai, on est déjà à plus de 120 maisons parties en fumée. Eric Tambolanga, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes cadre de l'Alliance de AFBC, pardon. Oui, AFBC. AFBC, c'est une Alliance des forces pour le bien-être des Congolais. Un parti membre du Front commun pour le Congo, de l'ancien président Joseph Kabila. Vous êtes ancien chef de quartier Nyakaliba, dans la commune de Kadutu. Là, il y avait des cas d'incendie. Hein. Certainement. Et récemment, c'était dans le quartier Nyakaliba. C'est dans les quartiers Kassali. Dans Kassali. Ouais. Mais je me rappelle quand vous étiez chef de quartier Nyakaliba, vous avez déploré des cas comme ça. On va venir à vous tout à l'heure pour nous expliquer ce que vous pensez. Alors, je veux qu'on écoute Franck Kouabé. Il n'a pas encore parlé depuis sa présentation. Il est, je le rappelle, master en aménagement du territoire. Franck, comment interpréter la situation actuelle à Bukavu avec des incendies à répétition? Merci. En fait, ce que moi je peux dire, il faut d'abord partir du problème qui est à Bukavu depuis, disons, depuis le plan d'aménagement qui date de 1924. Et de ces jours, il n'y a pas jusque-là d'actualisation. Et ça veut dire quoi? Les problèmes proviennent d'où? Depuis 1924. Ouais. Donc bientôt, on sera en 2024. Ouais. C'est bon, ça fait réfléchir quand même. Ouais. Oui. Et donc, il y a ce qu'on peut parler de non-respect des normes urbanistiques. Et c'est donc, on peut observer dans nos quartiers précaires, il y a des constructions anarchiques. Des constructions anarchiques qui ne respectent même pas les 2 mètres après chaque maison. Ça veut dire si on peut additionner 2 mètres dans les 2 maisons, on a 4 mètres.
Et là, pour la propagation du feu, c'est vraiment pratiquement impossible si toutes les conditions sont réunies. Alors, scientifiquement, ça s'explique si on remarque à Bukavu que les maisons sont de partir en fumée. Et c'est qu'il y a d'abord cette légèreté, donc il y a une responsabilité partagée du côté étatique, du côté population. La population, nous pouvons reprocher la population le non-respect de certaines normes urbanistiques. Parce que vous trouverez qu'ils construisent comme ils le peuvent. Et du coup, vous allez voir que ces gens-là, les matériaux des constructions sont hautement inflammables. Et là, on peut parler, par exemple, des maisons en carton, ça existe ici chez nous. En carton? Oui, en carton. Si vous montez vers la pente, la forte pente, il fait Bouolo, je ne sais pas moi. Et les maisons en carton? En carton, ça veut dire qu'il y a des sticks, et puis on ferme les contours avec des bâches, des cartons, tu vois un peu. Et un triplex? Un triplex, pourquoi pas, voilà. Et donc ce sont des matériaux de construction qui essaient de propager rapidement le feu. Alors, on peut aussi parler du système aussi du réseau électrique. Ça, je ne vais pas revenir, c'est que les cordeaux a essayé un peu de citer, mais je montre un peu qu'il y a le non-respect des normes urbanistiques et cela occasionne cette propagation du fumée. Et aussi, il y a la partie, s'il faut parler, je ne sais pas si vous me l'autorisez de parler des techniques, d'aménagement. Maintenant ici, ce que je reproche beaucoup plus au gouvernement, c'est la formation des pompiers, des professionnels. Je ne sais pas si nous en avons à Bukavu, je ne sais pas et je ne crois pas. C'est une question à laquelle le Cordo va répondre tout à l'heure. Et donc, les professionnels, les pompiers devraient déjà aller dans nos quartiers précaires parce qu'il n'y a pas des infrastructures routières pour arriver là, même avec les camions. C'est impossible que ça puisse faire de fortes pentes. Et donc, il a fallu maintenant qu'il y ait des formations de pompiers locaux dans des quartiers. Et là, s'il faut le répartir en termes d'aménagement, on peut se dire que voilà, on prend un volontaire pompier pour 5 familles, nous pouvons penser à une seule personne. Et pour les 5 familles, il faut aussi penser à ce qu'on appelle une borne d'incendie. Et là, on installe ça. Et la population, on peut se dire facilement, on se dit, comme nous sommes à 5 familles, qu'il a 6 coups, on amène un bidon, on maille, on attire, maille, site, y a tout. Et cela peut facilement aussi... Pourvu qu'il y ait de l'eau dans les quartiers, ça aussi. Mais merci Franck. Je veux qu'on écoute Eri Tamboulanga, ancien chef de quartier Nyakaliba. Des maisons en carton, quelqu'un l'a dit sur ces plateaux, des maisons confinées, à tel point que quand on vous dit il y a un incendie, il y a 20, 30 maisons parties en fumée. Quand vous arrivez là où 30 ou 50 ou 70 maisons ont pris feu, vous vous dites mais ça c'est une parcelle de 2, 3 personnes ou 4 dans un endroit sérieux, ou bien dans un endroit où... Bon, en fait, quelle était la situation lorsque vous étiez chef de quartier? Bon, il y a un sérieux problème parce que la ville de Bukavu a perdu son nom d'être appelée ville. Parce que si vous passez dans d'autres villes, est-ce que Bukavu mérite d'être appelée ville? Non. Pourquoi je le dis? Bukavu mérite d'être appelé... C'est un bidonville, si je peux le dire comme ça. Mais ville, la ville de Bukavu ne respecte plus les normes pour être appelée ville. À qui la faute? À qui la faute? Il y a la légèreté du pouvoir, la légèreté des gestionnaires. Ça vous le dites parce que vous n'êtes plus chef, même chef, quand nous chef étions, de quartier. quand on gérait les quartiers, on les disait, on dénonçait toujours, mais un chef de quartier n'est pas un décideur. Ça, on doit le savoir, parce que il est là, il n'a pas même la personnalité juridique. Pourtant, vous êtes accusé, les chefs de quartier, de contribuer dans les désordres. C'est par mes connaissances et le fait qu'un grand nombre ne détiennent pas la vraie information, ils peuvent dire de n'importe quoi. Ce sont les échappatoires. Mais le sérieux problème de la ville, premièrement, il y a la promixité des maisons, comme on l'a dit. Promiscuité. Ouais. Les maisons sont très proches. De telle sorte que si une maison prend feu, directement c'est tout un quartier. Parce que les incendies existent partout au monde.
Mais si on a bien construit, il y a une maison qui a pris feu, facilement on peut intervenir. Mais ici chez nous, premièrement, ce sont des maisons mal construites, qui ne respectent pas des normes urbanistiques. Et quand il y a fait une maison qui a pris feu et qui peut contaminer tout un quartier. Le problème, c'est quoi? Ce sont les constructions anarchiques. Et je me dis, on peut toujours venir ici sur la question et les incendies vont continuer. Pour trouver solution, pour chercher comment on peut éradiquer ces problèmes, il faut voir, est-ce qu'on peut revoir les plans urbanistiques de la ville de Bukavu? Si pas cela, est-ce qu'on peut créer de nouvelles villes? Est-ce qu'on peut étendre la ville de Bukavu? Mais on peut mettre toutes les théories en place s'il n'y a pas une action concrète par rapport à l'aménagement. Il faut reconstruire. En reconstruisant la ville de Bukavu, il faut accepter qu'il doit y avoir des pertes parce que beaucoup de maisons doivent être détruites. Et là, on peut se dire que nous voulons arriver à une ville du Nord. Mais dire que même si on met des super pompiers, même si on met quoi avec la construction dans la ville de Bukavu, je pense que les incendies auront toujours lieu. Merci, merci Erita. On n'aura pas une solution. Merci Erita. Le problème des sapeurs-pompiers, on va en parler tout à l'heure. Les Cordeux vont répondre à cette préoccupation. Juvenal, je me suis dit tout à l'heure, on vous dit il y a 40 maisons parties en fumée. Mais lorsque vous arrivez sur place, en tout cas le terrain, vous vous dites mais ça c'est un terrain de 3 parcelles dans un endroit sérieux, dans une ville sérieuse. Il y a quel problème juste selon vous? Non, les prédécesseurs ont déjà tout évoqué. Mais je me demande, la ville de Bukavu qui reçoit les sinistrés, c'est-à-dire les sinistrés de Bukavu qui reçoivent les sinistrés de Goma. Oui. Maintenant, ça c'est une imbroglio. Les Cordos est là, je crois qu'ils ont un grand travail à faire. Parce que quand il y a un incendie, les gens ont toujours dit la mairie ne nous a pas envoyé l'anti-incendie. Ce n'est pas ça le problème. Moi je crois. Ils ont tout dit. Le problème doit rester au niveau d'abord de la sensibilisation de la population. Avec cette vulnérabilité de la population, les gens qui construisent, vous verrez, les gens qui viennent de villages, l'exode rural aussi, c'est aussi un problème de ces problèmes d'incendie, en fait. Les gens qui trouvent un $100 dans son village, au lieu d'avoir un projet de construire une maison dans son village, il veut coûte que coûte avoir une parcelle. Dans son village, avec quelle sécurité là aussi? Bon, sécurité, ce n'est pas tout le monde qui vit à Bukavu qui est insécurisé. Il veut seulement avoir une parcelle à Bukavu. Quelqu'un qui vous dit, j'ai acheté une parcelle de 3/5, allez-y comprendre. Ça, c'est une parcelle ou un endroit où on peut ériger une toilette. Alors, mon frère, le chercheur, l'a dit. Franck. Les normes urbanistiques, qui les respectent encore? De la chance, vous avez été témoin quand il y avait eu incendie au niveau des Rambo. Les maisons étaient consumées. Les gens qui étaient encore en train de superviser, de guider les victimes, les sinistrés à récupérer les parcelles, ce sont les autorités locales même qui les aidaient à tracer. Au lieu de dire, non, ça ne mérite pas d'être ériger une maison, mais ce sont les mêmes autorités qui les supervisent, tracer. Oui, parcelle à Kunjoyi. Mais vous demandez maintenant à qui revient la faute? Donc, les incendies, il y en aura les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Oui, c'est ça en fait. Et vous allez accuser tout le monde, l'anti-incendie, je ne sais pas quoi, les sapeurs-pompiers, mais d'abord la population. Merci. Je crois que avant, en fait, en principe, une parcelle, quand quelqu'un construit sa maison, il doit y avoir aussi un endroit où il y a de la pelouse. On dit non, les enfants peuvent jouer ici. Et une terrasse qui sépare les voisins. Mais aujourd'hui, même de la chance, même se faufiler pour aller chez les voisins, vous pouvez même y laisser votre chemise. C'est ça les problèmes que nous avons. Merci bien. Et il y a d'autres familles qui ont difficile de faire passer les cercueils en cas de deuil. Et là, ça pose problème. Ou bien vous avez deuil chez vous à la maison. Et le deuil se tient
quelques mètres parce que c'est là où il y a un peu d'espace. Et on vous dit, qu'est-ce que vous faites ici? On vous dit, chez les voisins, il y a le deuil. C'est où l'endroit du deuil? Non, c'est de l'autre côté, traverser un tout petit peu la servitude. C'est un problème sérieux. Alors qu'il y a des services techniques pour ça. Les véhicules anti-incendie de la mairie est en panne depuis 4 mois. C'est de l'autre côté vers les bassins du collège Alpha-Giri où il est tombé lorsqu'il est allé au secours d'une maison qui était incendiée, qui avait connu un incendie ce jour-là. Alors quelle est la situation? Vous avez, monsieur Le Cordeau de la protection civile, vous avez proposé que Bukavu puisse avoir au moins 4 véhicules anti-incendie, 4 ou 10? Oui, c'est-à-dire c'est la nécessité, le besoin, oui. C'est au-delà de 9 véhicules. Au-delà de 9 véhicules, oui. Ça signifie qu'il faut prépositionner un véhicule à Panzi, il faut prépositionner un véhicule à Ngouba, un véhicule à la botte, il faut avoir un véhicule disponible qui peut circuler. À Bagira, il faut avoir un véhicule à Kacha, il faut avoir un véhicule, quand bien même Kacha est très grand aussi, il faut avoir un véhicule à Bagira. Mais tous ces véhicules-là... en fait, nous ici à Bukavu, on aime que ces véhicules puissent rester à la mairie. Simplement, comme ça, on pourrait appeler les chauffeurs de la mairie des véhicules anti-incendie. Non, c'est ça la cause. Vous avez vu la dernière fois. Est-ce que les véhicules anti-incendie doivent rester à la mairie? Non, à la mairie. C'est-à-dire, la protection, c'est-à-dire, heureusement, le pays est en train de s'organiser. Peut-être, on arrivera comme ailleurs. Vous trouvez même les véhicules, les ambulances, devraient être où? À la protection civile. Le véhicule anti-incendie, la protection civile. Pas à la mairie. Donc, c'est-à-dire, à la mairie, on y met une antenne. Oui. Il y a une antenne qui est à la mairie, la protection civile. La protection civile. Oui. Dans les territoires, la même chose. Chaque jour, on nous pose la question, il y a le véhicule qui continue à traîner là où il a connu un accident. Ça, c'est de la responsabilité du maire de la ville. Pour faire évacuer ce véhicule, ça ne coûte pas même $1000. Avec moins de $1000, on peut évacuer le véhicule là-bas, on peut l'amener et on peut l'amener dans un garage. Donc, nous pensons que l'autorité urbaine est en train de réfléchir comment le faire. Mais il faut une pression peut-être. Est-ce que pour que l'État puisse exercer son travail, il faut toujours une pression? Ça, on ne sait pas. Parce que depuis 4 mois, les véhicules traînent de ce côté-là et on garde silence. Et le véhicule a été couvert d'un bâche. Moi, je crois que ce qui est important, cheating. Le travail que vous êtes en train de faire déjà, c'est un travail de pression. C'est un bon travail. Et il y a M. Rita qui vient de vous parler que les gestionnaires des entités, ils ont des responsabilités. Ils perçoivent des taxes. Et sur base de ces taxes-là, qui viendra? Est-ce que c'est la Monisco qui viendra récupérer ce véhicule là-bas? Or, c'est un don de la Monisco. Déjà, il y a un problème. Pour nous, c'est ridicule. Même le blanc qui nous a donné le véhicule, en moins de 2 mois, il y a le véhicule de plus de 100 000 ou de 100 000 dollars abandonné. C'est un problème que nous avons. Il y a un autre frère qui a soulevé la question du sapeur-pompier. Les sites qui vont à des sapeurs-pompiers. Au moment où je vous parle, je suis aussi sapeur-pompier, j'ai été formé à Kinshasa. Nous avons des sapeurs-pompiers. Mais un sapeur-pompier, pour faire son travail, il a besoin de quoi? Des équipements. Mais il y en a combien de sapeurs-pompiers pour Bukavu, si vous avez dit? Pour la ville de Bukavu, il y a 10 pour la commune de Bagira, 10 pour la commune de Banda, 10 pour la commune de Kadutu. Et les autres sont donc ça fait 30 qui sont appelés à former. Parce que l'approche ici, c'est de ne pas avoir 3000 sapeurs-pompiers. L'approche, c'est d'avoir des gens formés dans les familles, comme ça, en cas d'incendie, avant qu'on arrive à Chiriri, la communauté elle-même, elle peut sauver la situation. C'est pourquoi l'urbaniste, quand il a parlé ici, il a bien parlé. Si nous ne serons pas en mesure d'avoir un sapeur-pompier pour 5 maisons, c'est utopique maintenant. Mais nous sommes dans une campagne de formation. Si dans chaque maison, nous avons 2 personnes, la protection civile est là. Le fait, c'est une technique. S'attaquer au fait. On ne peut pas se réveiller le matin et on s'attaque. C'est une technique, c'est toute une formation. Et quand vous venez, par rapport à cette question, donc il y a des sapeurs-pompiers qui sont là, qui forment et régulent. Je vous donne l'exemple. Toutes les banques ici dans la ville de Bukavu, tout le personnel a été formé. Toutes les banques ici. Les entreprises ici, la grande partie. Vous avez suivi la dernière fois, la Robank a perdu, n'est-ce pas? Avait perdu l'antenne, la sécurité de Kadout.
Mais ils ont été formés, et je vous l'ai dit, ils sont en train de suivre ça, et ils sont en train d'éviter. Donc les banques, le reste. Mais au niveau de la communauté, il reste un problème de résistance. Merci. Nous disons que nous sommes disponibles, qu'ils viennent en forme dans chaque maison deux personnes, et en cas d'incendie, oui, quand la question de l'urbanisation, ça ce sont des grandes décisions, n'est-ce pas? Il y a certains sites qu'on déclare des sites impropres à la construction, les gens construisent la nuit, et ainsi de suite. Mais si l'État, et c'est ce que nous sommes en train de proposer, qu'on crée de nouveaux sites, qu'on délocalise tous ces gens qui sont dans les sites plus exposés, des sites à risque, alors à ce niveau, là où on va distribuer des parcelles, qu'on respecte l'urbanisation, l'espace, parce qu'à ce niveau, du point de vue de droit, quand ta maison fait brûler la mienne, en principe, tu dois payer ma maison. C'est ça qu'on devrait arriver à ça. Quand c'est le fait qui vient de ton imprudence chez toi, qui vient embraser ma maison, en principe, la responsabilité, tout fait quelconque de l'homme. Mais on n'est pas à ce niveau-là. Nous pensons que comme nous sommes encore au niveau de la sensibilisation, que la communauté vienne, que les gens viennent, et nous allons voir comment on va diminuer ces questions d'incendie pour ces mois de saison sèche. Merci Cordo. Quand c'est ta maison, toi qui n'as pas de moyens, brûle ma maison, moi qui ai un peu de moyens plus que toi, et là ça pose problème. Ça pose problème. Qui va indemniser? Alors, Franck Kouabé plutôt. Ouais, Franck Kouabé, vous vous êtes posé la question par rapport aux sapeurs-pompiers, parce que comme on les remarque depuis quelques temps, depuis plusieurs temps d'ailleurs, c'est quand il y a un incendie, des jeunes du quartier se mobilisent et du coup ils sont sapeurs-pompiers en quelque sorte, donc sans être formés même, et c'est un problème aussi. Ouais, d'abord je reviens du côté du cordon, lui dire que... Rapidement, parce qu'on va terminer cette partie-ci, d'autres invités qui cherchent à nous aider, oui. Peut-être ils ne maîtrisent pas les réalités de Bukavu. Ce ne sont pas le nombre de camions que nous avons besoin. Nous avons besoin de la sensibilisation, de la formation. Mais il fallait quand même dire merci tout d'abord à la MONUSCO qui a aidé avec ses camions anti-incendie, bien qu'il est tombé en panne. 4 mois plus tard, il est resté là, alors qu'il y a la mairie. Oui. Ça veut dire quoi? Je continue parce qu'il y a peu de minutes. Ça veut dire que nous avons besoin de cette formation. D'ailleurs, merci qu'on a plus de 10 même professionnels pompiers. Et donc, la part de votre responsabilité, c'est d'aller former. Donc, faites d'abord un premier pas, former les gens et demander les équipements. Les équipements, nous pouvons parler des extincteurs. Il y a aussi des équipements de protection. Et on peut parler de ça et des bornes d'incendie. D'abord, ça, au niveau de nous-mêmes, population, nous pouvons déjà créer quelque chose de réserve d'eau. Et d'ailleurs, nous sommes en saison sèche. Quand il y a saison de pluie, on va conserver de l'eau et on sera en train d'atténuer la question inondation. Et ça, s'il y a déjà cette formation du côté de la protection civile, même sans intervention, je ne sais pas de qui que ce soit, on sera en train de venir nous-mêmes s'entraider et atténuer et même, pourquoi pas, éteindre le feu. Voyez-vous? Et donc, pour moi, la question ou donc la réponse, la solution intermédiaire pour le moment, c'est cette formation comme on a des professionnels et nous sensibiliser nos populations, de conserver de l'eau. Et en fait, les jeunes là que vous voyez, du coup, qu'il y a incendie, qui viennent rapidement, avec ce courage, ils seront en mesure d'utiliser les stratégies donc apprises à partir des professionnels. Donc, demandons beaucoup plus des équipements, la formation. Les camions, on peut en avoir même 100, mais les ruelles de Bukavu, les artères, vous trouverez que c'est incapable d'atteindre, disons, Mungu Météo, disons Mungu Télécom 1. Comment vous allez faire là, l'ancien Chirika Télécom 1 si on a un camion? C'est impossible. Apprenez les gens, entraînez les gens comment utiliser les tuyaux, comment éteindre le feu, et ça va beaucoup plus nous aider que de penser qu'il faut qu'on ait 50 camions. Merci bien. Monsieur le Cordon. Merci. Pourvu que ça, dans ce tuyau, qu'il y ait aussi de l'eau. Ça aussi. Parce qu'il y a des quartiers où il y a eu des cas d'incendie comme ça et les gens sont irrités de trouver que le camion est venu et quelques temps après, il n'y a plus de l'eau. Il y a les bipompas. Il y a un problème. Alors, Erita, rapidement. La question que je me pose, pendant qu'on n'a pas de l'eau à utiliser dans les ménages,
je ne sais pas, à Bukavu, là où on va Vous trouver trouvez de l'eau. les bornes d'incendie. Ouais, et l'eau à conserver. Parce que si vous passez dans un grand nombre de ménages à Bukavu, dans toutes nos 3 communes, il n'y a pas de l'eau. Même à utiliser dans les ménages et conserver, c'est tout un problème. Cela étant, on doit savoir que nous avons un sérieux problème et qui demande une intervention des autorités au niveau national, provincial. Je n'exclus pas la formation. Elle peut être là, mais si les moyens ne suivent pas, ça sera un cercle vicieux. Une question, comment éviter, parce que c'est la question de la conclusion pour cette partie, comment éviter les cas d'incendie cette année, cette saison sèche? Possible? Cette saison sèche, il faut appeler tout simplement la population à la prudence. Elles doivent être prudentes. Avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit, on doit se rassurer. Il ne faut pas laisser la nourriture, les haricots et partir. Non, avant de partir, il faut se dire, est-ce que j'ai déjà fini à préparer? Est-ce qu'il n'y a pas les braseros? Cette question-là, il faut se dire, si vous avez des panneaux solaires, il faut bien contrôler l'électricité, les installations, il faut contrôler. Donc, nous appelons tout simplement pour prévenir les risques, la population à la prudence. Mais ce n'est pas ça la solution. Oui. La solution est autre. Il faut élargir la ville de Bukavu et les autorités à tous les niveaux doivent prendre conscience qu'il y a un problème et la ville de Bukavu devient du jour au jour invivable. Élargir la ville. Je vais là, le Choulet, ce n'est pas un projet d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment à long terme. Et on en parle depuis longtemps. Ces reflets, on en a toujours entendu parler. Et on parlait des lotissements, des Kachoucha. À un moment donné, il y a un gouverneur qui a proposé les sites vers Niantende jusqu'à Nyangezi ou peut-être Kamanyola. Mais jusqu'aujourd'hui, rien ne va. Alors, la question des conclusions, comment protéger les habitants de Bukavu de la recrudescence des cas d'incendie cette saison sèche? C'est possible vraiment, ou bien on va continuer à assister à ce théâtre-là, malheureusement, regrettable? Il y en a eu avant-hier d'ailleurs. Alors, il n'y aura même pas un miracle à opérer, mon frère. Parce que même les Cordois venaient de dire que la population doit être prête à envoyer les gens à la formation. Pendant que lui-même a été formé, mais il est sans équipement. Maintenant, la population qui va venir aussi subir la formation, ces gens auront quel équipement? C'est ça ce qui fait problème. Vous avez vu, quand il y avait encore les camions anti-incendie, on vous dit, vous appelez, on vous dit il n'y a pas de l'eau, comme si le lac ici n'en a pas de l'eau, même s'il n'y a pas de l'eau au robinet. Mais le lac ici, c'est-à-dire il y a aussi les gens qui ne savent même pas gérer ces camions. C'est-à-dire, comme mon frère venait de le dire, la responsabilité de tout un chacun et aussi la population doit être prudente. Parce que pendant cette saison sèche, avec notre façon de construire des maisons, il y a aussi des gens qui gardent des carburants dans les maisons, il y a les fumeurs de cigarettes, tout peut provoquer l'incendie. Même si les journalistes, quand vous faites la descente sur le terrain, on vous dit l'origine des feux reste jusque-là inconnue. Mais c'est toujours connu parce que quand il y a incendie, il y a eu du feu. Alors la population doit rester toujours prudente. Merci Juvenal. Je veux qu'on termine par... non, avant de terminer, bref conclusion, Kwabé. Kwabé, pardon. Oui, je peux me résumer en disant que pour ce moment, il faut qu'également la population, qu'elle soit prudente et vigilante. Est-ce que c'est possible d'éviter des cas d'incendie, des nouveaux cas, à part ce qu'on a connu? Très possible, très possible. Il faut simplement que la population soit prudente et aussi avoir une réserve d'eau, même un seul bidon. Si 5 familles dans une parcelle de 3 sur 5, comme l'a dit les confrères là-bas, de 3 sur 5, si on a 5-10 bidons, un petit feu qui commence, on peut verser de l'eau et peut-être ça peut atténuer. Mais souvent, on remarque le feu plus tard, on se dit, on ne sait pas que ça a commencé comment. C'est ça l'appel à la supposons un dimanche dans les Louziba, où des familles ont tout simplement constaté que chez les voisins, ça a brûlé. Ça a commencé par une fumée, ils pensaient que, qu'est-ce qu'il y a dans la maison alors que la maison était fermée. Et c'est plus tard que le feu a embrasé tous les quartiers. C'est ça l'appel à la vigilance, que nous tous, que nous prenions
prenions conscience que nous sommes dans une ville un peu sinistrée et donc nous devons vivre avec cette hémorragie-là et voir comment atténuer ça. Et ceci aussi pour aller trop loin, ça demande et ça va donner à l'État l'idée de penser à une politique de prévention des risques et catastrophiques. Merci. Parce que ce qu'avait connu, comme l'OMS l'a cité, en 1970, il y a eu plus de 2000 personnes tuées et 49 milliards de dollars perdus dans des cas d'incendie. Et cela, c'était dans 339 cas d'incendie. Et donc, chez nous, si on essaie un peu de voir les coûts de l'inattention, on trouvera que c'est vraiment un budget qui pourrait donner les équipements à la protection civile. Merci bien. Voilà, Maître merci. Adolphe, une brève conclusion s'il vous plaît. Oui, comme le président de la République a dit que cette fois-ci, il va s'atteler sur la question de la protection civile avec ce qui s'est passé à Goma, le volcan. Nous pensons que la question sera prise de manière globale et peut-être on va donner, parce qu'on a dit qu'on va donner des équipements à la protection civile et les équipements à l'OVG. Et nous pensons que les cahiers des charges que nous allons faire prendra en compte de tout cela. Mais nous n'allons pas dire à la population d'attendre parce que ça peut prendre le temps que ça peut prendre et nous sommes en train de perdre des maisons. En CAF, nous avons perdu déjà des maisons. À Kassal, nous venons de perdre des maisons. À Irambo et ailleurs, les maisons sont en train d'être consumées à Kabar et ailleurs. Donc, je réitère ce que j'ai dit. Les incendies relèvent de nous, les hommes. Et les solutions, d'abord provisoires, c'est nous. Merci. Avant que l'État nous vienne en aide. Merci, Maître Adolphe Bandeke Bissimois. Vous êtes coordonnateur provincial de la protection civile du Sud Kivu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Franck Kwabe Balibouno, chercheur au Seruki, ici à Bukavu, à l'ISP Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique. Vous êtes également master en aménagement du territoire. Merci beaucoup. Merci. C'était la première fois, mais pas la dernière fois. Ouais, merci. Je l'espère bien. Erita Mboulanga, qui est cadre de la FBC Sud Kivu, chef de quartier honoraire Nyakaliba, ancien chef de quartier Nyakaliba dans la commune de Kadutu. Également Juvenal Louchoulé, coordonnateur de l'APIA. APIA, ça veut dire Association pour la promotion intégrale des albinos. Merci bien. Et également membre du bureau de coordination de la société civile. Merci beaucoup. Merci. Aussi, nous demandons à tout le monde de nous accompagner pour la marche des albinos demain. Ah oui, vous avez une activité, c'est lundi 14 juin 2021 ici à Bukavu, des albinos qui projettent une manifestation sur la voie publique. Ça ira d'où jusqu'où? Ça ira des bureaux de coordination de la société civile. Nous allons chuter au niveau de la salle où nous allons tenir une conférence débat. C'est au niveau de la salle du département des femmes protestantes. Et c'est quoi l'objet de la marche? Non, en fait, ça sera pacifique. Oui. Ça sera pacifique. C'est quoi l'objet? Qu'est-ce que vous... L'objet, nous disons non à la discrimination, oui à l'intégration sociale. Merci Juvenal Louchoulé. Merci beaucoup. Merci aussi à Papa Tchengue qui a écrit qu'il nous suit avec sa famille quelque part. Mais il n'a pas mentionné c'est où. Merci beaucoup. Le numéro se termine avec 072. Il y a ce message. Bonjour de la chance. Les cas de catastrophe sont dus à l'irresponsabilité de l'État. Gérer, c'est prévoir. L'État est rebelle face à la nation. C'est JC Katouani à Kadutu qui nous fait ce message. Merci JC. Et on rappelle la mairie de Bukavu, que Bukavu a besoin de ce véhicule anti-incendie qui a connu un accident non loin du collège Alfajiri, donc vers le bassin du collège, et qui est resté dans les oubliettes jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, les habitants de Bukavu ont besoin de ces véhicules anti-incendie et c'est pas quand même sorcier de les réparer. On marque une petite pause. Dans quelques instants, on parle des réformes de la Commission électorale nationale indépendante. C'est le Sénat congolais qui a adopté vendredi, le 11 juin dernier, la proposition de loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est ce qu'on va parler tout à l'heure avec d'autres invités sur ces plateaux de RTNK.
La suite de cette émission débat sur Radio-Télévision Goma et Kivu, le Sénat congolais a adopté ce vendredi le 11 juin dernier la proposition de loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI en République démocratique du Congo. C'était après sa présentation par la Commission politique, administrative et judiciaire. Souvenez-vous, c'est l'Assemblée nationale qui avait également adopté cette proposition de loi avant qu'elle ne soit transmise au Sénat à Kinshasa, la capitale. Cependant, il y a des controverses toujours autour de cette idée des réformes. C'est la Commission électorale nationale indépendante, la future CENI, donc qui pourra comprendre 15 membres. On pourra en parler dans cette émission débat. Malheureusement, il y a personne pour la société civile là dans cette émission débat, certainement, qui très prochainement ils seront avec nous sur ces plateaux. La question sera celle de savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette proposition de loi pour la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Quels sont ses avantages, quelles sont également ses limites. Pourquoi est-ce que cette proposition ne fait pas l'unanimité jusque-là? Il faudra savoir que tous les membres, les 95 membres qui ont pris part au vote au Sénat à Kinshasa, sur les 109 sénateurs, il y a 95 membres qui ont pris part au vote et qui ont adopté donc la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans les mêmes termes que ceux de l'Assemblée nationale. C'est ça qu'a précisé le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. L'Assemblée nationale a adopté donc le vendredi dernier la proposition des lois sur la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, initiée par l'ancien député Christophe Lutundula. Selon cette loi, la prochaine Commission électorale nationale indépendante CENI aura au total 15 membres, dont 7 membres du bureau au lieu de 6. La société civile a donc vu son quota passer de 3 membres à 5 membres. Et le poste de deuxième vice-président a été réintégré. En dehors de l'équilibre en termes de représentation des composantes et entités, cette loi renforce les conditions de désignation aux différents postes afin de garantir le caractère indépendant de la Commission électorale nationale indépendante. La réforme qui vient de subir la loi organique de la CENI au Parlement est la conséquence donc des contentieux électoraux devant les juridictions compétentes pendant donc les 3 cycles électoraux que la République démocratique du Congo a connus. Vous vous rappelez, c'était en 2006, en 2011 et également pour les élections de 2018. La loi de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante CENI vise à renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante CENI et lutter contre toutes les velléités de son instrumentalisation. Mais en tout cas, il ne faut pas l'unanimité jusque-là. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux de radio-télévision Ngoma Kivu, Séraphin Morola. Il est le secrétaire exécutif provincial, agent de l'ECID Sud Kivu, engagement citoyen pour le développement, c'est ça? Oui, c'est ça. Bienvenue, Séraphin Morola. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Je salue tous les auditeurs de la RTNK. Vous êtes de l'ECID. L'ECID, c'est le parti cher à l'opposant Martin Fayoulou. Oui, bien sûr. Dans notre camp, l'ECID, nous sommes très engagés pour que ce qui s'est passé ne se répète plus. On va en parler tout à l'heure. Merci bien. Edouard Makala, vous êtes avec nous sur ces plateaux. Vous êtes l'un des cadres de l'UDPS. Vous étiez avec nous dimanche dernier. Vous êtes l'un des cadres de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ici à Bukavu, en tant que secrétaire fédéral à la justice et aux droits humains. Bonjour Edouard. Bonjour de la chance. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Mzee Ignace Moupira, Mambo Sengi est avec nous. Il nous a manqué depuis bientôt une année, s'il faut le dire comme ça. Presque une année. Et vous êtes l'un des cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, Sud Kivu. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je suis cadre de l'AFDC, au cadre de l'AFDC. Bienvenue. Merci. Mais je suis surtout un ancien député de la transition. Et donc, j'ai quand même traversé des époques. Je peux parler de la CENI, l'ancienne, et l'actuelle, celle qui a été retouchée en 2013, et la loi actuelle. Et
savoir où est-ce qu'elle veut nous conduire. Merci bien. Vous allez donc nous parler de la CEI et également la CENI. Et bien voilà. Parce qu'à l'époque, c'était la Commission électorale indépendante. Et avant d'être la Commission électorale nationale indépendante. Désiré Ntaïra, vous êtes avec nous. Vous êtes communicateur des Ensembles. C'est parti cher à Moïse Katumbi, ici au Sud Kivu. Bonjour, bienvenue. Bonjour, je salue les téléspectateurs de la RTNK et les amis avec lesquels nous allons débattre cette thématique. C'est 2 ou 3 mois, vous n'avez pas été avec nous, si je me rappelle bien. Bon, oui, bien sûr, Quelque temps. on est là, on est au travail, tout à fait. Merci Désiré Ntaïra. Alors je vais commencer par M. Ignace Moupira. Juste une petite historique, un tout petit peu. Vous nous brossez l'historique de la Commission électorale nationale indépendante qui, comme je l'ai rappelé, elle était appelée la CI, la Commission électorale indépendante à l'époque, et qui connaît une certaine réforme aujourd'hui. Le nouvel ordre politique que le législateur, le constituant de 2006 a voulu, et avec la constitution de 2006, celle qui a été passée au référendum et adoptée par le peuple congolais, répondait aux options fondamentales levées au dialogue intercongolais de Sun City. Après les guerres que nous avons connues, et on a compris que pour remettre le pays sur les rails, il fallait beaucoup de justice, il fallait la justice distributive équitable qui allait déboucher sur la paix et qui allait mettre les gens au travail. C'est ça notre défi actuel. Justice, paix, travail, pour un nouvel ordre politique. La CEI est née de la volonté du constituant et de la volonté du peuple congolais réunis à Sun City au dialogue intercongolais. Donc c'est une des applications des résolutions du dialogue intercongolais. Le constituant a voulu que la CEI soit dirigée par la société civile qui, à l'époque, donc aujourd'hui aussi, était très active, a participé à la gouvernance, a participé à lever des options fondamentales pour ce pays. La CEI devait être dirigée par par la société civile. Toutes ce qu'on appelait les commissions d'appui à la démocratie étaient dirigées par la société civile. Lorsqu'on a retouché la loi portant l'organisation et fonctionnement de la CEI devenue CENI, en préparation des élections qui devaient avoir lieu en 2016, on a légèrement modifié, pas totalement dans le fond, mais on a modifié quelques articles sur les attributions, la passation des marchés, etc. par la CENI. Aujourd'hui, parce que toutes ces lois suivent l'environnement politique du pays, l'environnement politique, économique et juridique du pays. Une réforme vise quoi? Lorsque une loi est en inadéquation avec la vision du régime, ou une loi est en difficulté avec d'autres lois, c'est-à-dire une réforme peut être politique, elle peut être juridique. Une réforme politique, c'est celle qui vise à renforcer le pouvoir ou à diminuer le pouvoir du régime. Comme aujourd'hui, les lois, les réformes actuelles visent à renforcer le pouvoir. Oui, dans les cas ici, c'est renforcer. Est-ce qu'on peut se dire que cette réforme est due à l'inadéquation par rapport au régime actuel? C'est ça le questionnement. Est-ce que la loi actuelle est en inadéquation avec la Constitution? Est-ce qu'elle est en inadéquation avec d'autres lois? À ce moment-là, on apporte une réforme qui a un fondement juridique. Mais est-ce que c'est une réforme qui vise à renforcer le pouvoir du régime ou à rendre les élections, les élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles, apaisées et acceptables par tous? C'est ce qu'on a reproché aux élections de 2018, de 2011 et pour certains de 2006. Si c'est pour rendre les élections davantage, élections libres, démocratiques, transparentes, apaisées, crédibles et acceptables par tous, cette réforme se justifie. Alors on va voir si la réforme a répondu à ces attentes, à ces préoccupations de la population, de politique. Et selon vous, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on a modifié? Cette réforme. Qu'est-ce qu'on a modifié? La loi actuelle, le débat, c'est est-ce qu'il faut dépolitiser ou repolitiser la CENI? Le président de la commission, le professeur André Mbata, que je respecte beaucoup, m'a surpris
en disant que la loi, la CNI ne peut pas être dépolitisée. Parce que de nature, c'est une structure politique. Comment on peut dépolitiser une structure politique? Il y a des options qui ont été levées. Les animateurs viendront des partis politiques dans la distribution, la répartition que vous venez de rappeler ici. Majorité actuelle, opposition actuelle, société civile actuelle, avec cette répartition qui donne une part importante, je crois, à la société civile, selon ce que vous avez dit, mais ça sera toujours dirigé par la CENI. Est-ce que cette réforme répond à cette préoccupation qui vise à rendre les élections libres, démocratiques, transparentes, apaisées, crédibles et acceptables par tous? À ce moment-là, on aura en 2023 des élections qui répondront à tout ça. Est-ce que cette loi répond à ça? Il ne suffit pas d'affecter. Il ne suffit pas d'affecter. Encore faut-il que... bon, nous adhérons à cette option levée par la majorité parlementaire à laquelle mon parti politique appartient. Mais comme personne, je peux remettre en question certaines options comme individu. Donc, parce que je sais comment est venue la CEI, qu'est-ce qu'on a modifié en 2011 dans la Constitution et pourquoi, et qu'est-ce qu'on a modifié en 2013. Si cette loi, cette réforme ne répond pas à ces préoccupations que j'ai énumérées, des élections en 2023, crédibles, apaisées, acceptables par tous, parce que c'est là où se pose le problème. Notre ami de l'ECD, aujourd'hui, si vous dites acceptable par tous, en tout cas les élections de 2018, lui il va dire ce n'est pas acceptable par tous. Est-ce que c'est crédible? D'autres diront ce n'est pas crédible. Mais j'approuve l'option levée par la commission PAJ de l'Assemblée nationale, qui a été relayée et adoptée par le Sénat, qui consiste à laisser cette structure politique entre les mains, d'une part, des politiciens majoritaires, des politiciens de l'opposition, mais surtout de la société civile qui va jouer le rôle d'arbitre, comme il a toujours été. Mais ils ont, et je vais terminer par là, ils ont également insisté sur le fait que les personnalités qui seront désignées par ces différentes structures, opposition ou majorité, doivent oublier leur appartenance à leur structure d'origine. Ce n'est pas facile. Mais comme c'est levé déjà comme option dans la loi, il faut les surveiller. Il y a même des mécanismes pour les sanctionner si on le soupçonne ou si on les voit en train de rentrer, recevoir des ordres de leurs composantes de départ. Ce n'est pas du tout facile, parce que non, c'est pas du tout facile. Je vous écoute, Désiré Ntaïra. Merci beaucoup. Vous avez suivi cette réforme en cours de la Commission électorale nationale indépendante. Très bien. Moi, la question que je me pose, est-ce que nous avons le temps de lire notre histoire en matière électorale? Les premières élections, c'était en 2006. Ces élections-là ont été proclamées, je vois les élections du président de la République, ça a été proclamé dans un char. C'est-à-dire que... avec l'ancien président de la avec CI. L'ancien, oui. C'était Ngoïmoulou, non, pas Ngoïmoulou, Malou Malou, personnel. Ouais, il a proclamé ces élections dans un char. Il y avait des contestations terribles. Et ça a été, on voulait qu'aux élections de 2011, avec Ngoïmoulou, ça pouvait amener des correctifs. Malheureusement, ça a été du raté parce qu'on a eu deux présidents, un président proclamé, un autre qui a dit que, bon voilà, je me rappelle du feu Tshisekedi, qui a dit, bon voilà, il contestait ça. Il a même prêté serment chez lui. Il a même prêté serment chez lui. Oui. On arrive en 2018, même chose. Nous avons aujourd'hui un président élu non proclamé, qui s'appelle Fayoulou, et un autre président qui a prêté serment et a accepté. Bon, en fait, on était obligé, proclamé par l'espace. Les Français des présidents élus non proclamés, ça, on en entend parler depuis voilà. quelques temps. Donc, trois élections, mais de ces élections-là, aucune n'a rencontré en quelque sorte l'acceptation de tout le monde. On veut bien, Moupira va dire, bon, on n'a jamais accepté des élections, ça a toujours été contesté. Mais quelque part, c'est la question, est-ce qu'il y a vraiment une élection parfaite? Mais quelque part, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Pour dépolitiser la CENI, Mbata, qui est un constitutionnaliste connu, je regrette qu'il ait mis ses connaissances, je ne sais pas, intellectuelles, il ait laissé le militantisme passer devant le réalisme. C'est-à-dire quoi? On devait
expérimenter cette fois. Les premières élections, deuxième élection, troisième élection, expérimentons avec la CENI. Voyons si la CENI peut quand même nous amener à de bonnes élections. Parce qu'on dit, ça a toujours été présidé par un président de la société civile. Mais qu'est-ce qu'un président de la société civile a toujours été? Toujours phagocyté par les politiques. Alors, à ce moment-là, il va dire quoi? Il va faire quoi? Nous avons constaté toujours des ratés. Et à mon avis, il aurait fallu qu'on puisse laisser cette fois les gens de la société civile nous préparer des bonnes élections, parce qu'ils ont toujours dit qu'ils peuvent réussir là où les politiciens ont échoué. Il aurait fallu qu'on les laisse, qu'on les expérimente, et ainsi de suite. Voilà. Donc il fallait accorder la CENI à la société civile pour l'organisation des élections. Oui. Et là, je m'imagine toutes les flèches possibles qui seraient tournées vers la société civile également, parce qu'il y aurait peut-être des marches et des marches. Alors, dans sa proposition des lois organiques qui modifie et complète la loi organique numéro 10/13 du 8 juillet 2010, Christophe Lutundula, auteur de cette réforme de la CENI, vise particulièrement à 14 articles à modifier et à compléter. Il s'agit des articles 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 23 bis, 24, 24 bis, 27 et 28. C'est parlementaire qui a apporté 15 principales innovations pour la réforme de la CENI. Il s'agit notamment de la désignation à la CENI réservée aux seuls Congolais et compétences éprouvées et véritablement indépendants. J'essaie de lire ici la représentation à part égale des 3 composantes, majorité, opposition et société civile, l'interdiction aux membres d'acquérir à quelque titre que ce soit directement ou indirectement les biens de la CENI et de participer au marché public la concernant, l'interdiction aux membres de la CENI de participer aux réunions des organisations politiques sauf dans le cadre de l'exercice de leur mandat et fixation des rémunérations des membres de la CENI par la commission paritaire Parlement-Gouvernement, la fixation des rémunérations des membres de la CENI par la commission paritaire Parlement-Gouvernement, interdiction des composantes qui ont désigné les membres de la CENI et de les contraindre à la démission par des pressions de quelque nature que ce soit, la désignation du président de la CENI par consensus des 3 composantes, ces propositions de la société civile en raison du rôle clé qu'il joue aussi bien dans la gestion courante de la CENI que dans la conduite des élections, la consolidation de l'unité nationale et de la paix civile au pays, la sanction collective ou individuelle des déchéances des membres du bureau prononcé par les conseils d'État en cas de violation de la loi portant organisation de la CENI ou de la loi électorale afin d'éviter les abus de pouvoir et l'arbitraire dans son chef. Christophe Lutundula qui a préconisé aussi la suppression de l'assemblée plénière de la CENI qui selon lui n'a aucun pouvoir effectif et la création d'une commission permanente d'évaluation et de contrôle COPEC chargée du suivi du processus électoral, de l'évaluation et du contrôle de la conformité aussi bien des actes des membres du bureau de la CENI que des activités de celle-ci, l'accroissement des pouvoirs et de la responsabilité du bureau dans la gestion de la CENI ou encore la sanction d'émission d'office des membres du bureau de la CENI en cas de non-dépôt du rapport de gestion dans les délais de 30 jours ouvrables après l'ouverture de la session de mars ou à la fin du processus électoral. C'est une bonne nouvelle pour l'UDPS. Maître Edouard Makala, vous avez suivi bien sûr cette idée de réforme de la Commission électorale nationale indépendante. Et tout à l'heure, là, Mzee Ignace Moupira s'est posé la question, est-ce que c'est une réforme politique, est-ce que c'est juridique? Parce que dans les non-dits, dans les dits, il y a aussi les non-dits, etc. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement? Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, la première chose, lorsque cette proposition a été faite par l'ancien député, Christophe Lutundula, non, l'ancien député exactement. Parce qu'il est devenu ministre. Ministre, oui. Ou vice-premier ministre. Cette proposition avait été portée par la société civile, mais également certains partis de l'opposition à l'époque. Et dans cette proposition, si vous essayez de parcourir la proposition et la loi qui est déjà adoptée
par les deux chambres du Parlement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien qui a changé. Alors, et si quelque chose a changé, pas vraiment profondément. Maintenant, aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir pourquoi la société civile et le parti politique qui ont applaudi la proposition de loi Lutundula lorsqu'elle avait été déposée, c'est cette partie qui aujourd'hui monte au créneau pour dénoncer cette même proposition. Donc, quelque part, vous allez vous rendre compte qu'il y a du populisme inutile dans le chef de ceux qui sont en train de dénoncer cette, disons, c'est déjà une loi, même si ce n'est pas encore promulgué, parce que c'est déjà passé dans les deux chambres du Parlement. Et pourquoi vous applaudissez cela? Ce n'est pas l'idée de renforcer les pouvoirs et les régimes en place? Non, on ne renforce pas le régime en place. Je veux bien que peut-être certains auraient voulu assez que ça soit la société civile et les ONG qui nous organisent les élections. Mais non, il faut être sérieux. Dans quel pays du monde où vous avez vu la société civile, les églises et les ONG organiser les élections? Même aux États-Unis, ce ne sont pas les ONG et les églises qui organisent les élections. Même en Italie où réside le pape, ce n'est pas l'église. Ce ne sont pas les ONG qui organisent les élections. La société civile. Non, ce n'est pas la société civile. C'est d'ailleurs dans d'autres démocraties, c'est le ministère de l'Intérieur. Oui. Au sein du ministère de l'Intérieur, il y a un département qui est chargé de l'organisation des élections. Mais cependant, comme le Mukubwa Ignace l'a dit, à Sun City, le peuple congolais réuni s'était mis d'accord pour la mise en place d'une structure ou d'une institution d'appui à la démocratie qui serait ou qui sera chargé de l'organisation des élections. C'est au fait là l'origine de la CENI. Et puis une autre chose, il ne faut pas que les gens oublient, il n'y a pas que la CENI qui est une structure ou une institution d'appui à la démocratie. Il existe aussi la CESAC. Mais les gens n'en parlent pas. D'ailleurs, la CESAC, où vous personnellement, en tant que journaliste, vous appartenez. Exactement. C'est aussi une institution d'appui à la démocratie. Mais maintenant, nous sommes en train de nous rendre compte que, au fait, il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de populisme autour de cette loi. Maintenant, vous avez posé la question plus fondamentale. Est-ce que la réforme, elle est adéquate ou inadéquate? Non, ce qui est certain, il y a beaucoup d'avancées dans cette réforme. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'on a renforcé, n'est-ce pas, le nombre de membres de la société civile. En dépit du fait qu'ils vont présider la Commission électorale nationale indépendante, leur nombre passe de 2 à 5. À part entière. De 3 à 5. Exactement. Vous vous rendez compte que la majorité aura 5, la société civile aura 5 et l'opposition aura 5. C'est une grande innovation. Le nombre, la représentation de la femme a été renforcée. Et donc, il y a beaucoup d'innovations qui ont été, n'est-ce pas, retenues par cette nouvelle loi de la CENI. Mais également, une chose qu'il faut signaler. Au fait, l'indépendance ou la crédibilité n'est pas dans le fait que l'on appartienne à la société civile ou à un parti ou à un parti politique. L'indépendance et l'intégrité, c'est dans la tête. C'est la personne tout d'abord qui doit être intègre, c'est la personne qui doit être indépendante. Si vous voulez que nous puissions rentrer sur le processus passé, mais la CENI a toujours été toujours été dirigée par la société civile. Mais cela ne nous a jamais empêché de décrire la manière dont les élections sont organisées et la manière dont les résultats sont proclamés. Les autres, ils sont revenus. Je vais chuter par là de la chance. Les autres, s'ils sont revenus, il est vrai qu'en 2006, il y a eu des problèmes par rapport à la manière dont les résultats ont été proclamés. Mais à son temps, qui était président de la société civile, de la CENI? C'est la société civile. En 2011, il y a eu des problèmes. Il y a eu 2 présidents, un qui prête serment chez lui et un autre qui prête serment, je ne sais pas, à la cité de l'Union africaine, au palais de la nation. Mais à son temps, qui était président de la société civile?
de la CENI. Mais c'est la société civile. De même en 2018. Parce qu'il y a ceux qui se réclament aujourd'hui appartenir à un certain camp qui aurait gagné les élections mais n'ont pas proclamé. Mais qui était président? Mais c'est la société civile. Et donc, c'est une manière de dire ceci. C'est une manière de dire, je vais chuter, c'est une manière de dire, nous avons besoin de personnalités qui vont animer ces institutions qui sont indépendantes et qui sont intègres. Mais on ne va pas dire que c'est seulement la société civile qui en a. D'ailleurs, il faut voir la manière dont les organisations de la société civile sont gérées. Il faut voir la manière dont les églises sont gérées. Et donc, c'est tout un débat. C'est tout un débat. Et on ne saurait pas dire que bon, le fait d'appartenir à la société civile, on devient intègre ou indépendant. Merci Makala. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, c'est le moment de jeter des pierres à la société civile, c'est ça? Nous l'avons toujours fait lorsqu'on non, hier, on se rappelle des différents discours. Je vous écoute, Séraphin, rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette idée et vous avez même proposé ce que serait la CENI, la Commission électorale nationale. Nous ne serons jamais d'accord avec ce qu'a fait le coup qu'a orchestré l'Assemblée nationale pour d'ailleurs que nous qualifions d'illégitime. Et nous n'accepterons jamais de cautionner ce coup qu'a orchestré l'Assemblée nationale le Sénat à la République. Et le Sénat également. Retenez, messieurs les journalistes, c'est plus qu'urgent aujourd'hui de dépolitiser la CENI. Et par rapport à cette question, au niveau de notre parti, SID et le président élu, Martin Fayoulou, nous avons l'ancien candidat à la présidence. Non, pas ça. Il est le président élu. C'est par rapport à un président nommé qui a été nommé. Parce que les élections ont été chaotiques. Alors, nous disons ceci. Nous avons proposé la dépolitisation de la CENI. Et nous continuons dans cette logique-là. Parce que, selon l'histoire, et tout le monde a eu à le relever ici, en 2006, il y a eu tricherie électorale parce que la CENI était politisée. 2018 également, même chose, même 2011. Et nous ne devons pas continuer sur la même lancée, de continuer à voir la CENI avec des membres des partis politiques continuer à nous orchestrer des coups qui causent le sous-développement dans notre pays. Nous disons qu'au niveau de la présidence de la CENI, nous devons avoir une présidence tournante. Ça veut dire? Ça veut dire, chaque 3 mois, il y a un président, dirigé uniquement par les confessions religieuses, pas de politique. C'est comme à la Mouka, alors. Confessions religieuses, nous voulons que la CENI soit dirigée désormais par les confessions religieuses. Nous avons 3 chaque mois. Chaque mois, nous retenons qu'au sein des confessions religieuses, nous avons 8 confessions religieuses. Chaque mois. Seulement 8. Il n'y a pas que 8. 8 confessions religieuses. Seulement 8 que vous avez retenues. Non. Oui. Non, c'est ça. Il faut bien dire. Nous avons 8 confessions religieuses qui ont été déjà sélectionnées et qui sont amenées à désigner le président de la CENI. Donc, vous avez retenu les 8. 8 confessions religieuses. Alors, pourquoi les 8 confessions religieuses? Monsieur le journaliste, ce n'est pas moi qui les désignais. Oui. C'est ça. C'est ça la logique. Lorsque les confessions religieuses sont amenées à désigner les membres qui vont diriger la CENI, ils se réunissent toujours à 8. Donc les membres là à 8, alors il faut... Pourquoi vous leur accordez cette crédibilité-là? Vous ne doutez pas de... Parce que nous ne doutons pas. S'il n'y a pas d'influence politique. S'il vous plaît, en 2006 et en 2011, c'était un abbé, un pasteur qui était là, mais il y avait toujours des critiques contre eux. Effectivement, non. Oui. Parce qu'il y a des vice-présidents de la CENI qui donnent les ordres des partis politiques au sein de la CENI. Un vice-président qui donne des vice-présidents, oui, qui représentent les partis politiques, qui donnent des mots d'ordre. Et parce qu'également les membres de la société civile sont minoritaires, et c'est pourquoi on nous fait secouer et monter. Nous voulons, et au niveau de notre parti politique, nous avions donné des propositions. À qui? Pour ceux-là qui veulent entendre, qui ont besoin que le Congo avance. Et nous appelons à la communauté internationale et à la communauté nationale de venir la RDC en aide.
parmi les propositions que nous avons données, il y a 16 propositions que nous avons données. Est-ce que vous me permettez de les citer? 16, c'est beaucoup. Oui. Vous allez les citer tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui. Mais parmi les grandes innovations... Le temps qu'on écoute Mzee Ignace. Oui, nous continuons à penser que la CENI doit être indépendante. Merci. Que tout soit réglé dans le sens d'amener notre CENI à garantir l'indépendance des acteurs et de l'organisation qui a les élections à charge. Merci. Monsieur Ignace Mopira, est-ce que la commission électorale peut être vraiment indépendante? Oui, la commission doit être indépendante dans son essence, dans sa nature et dans sa dénomination. Elle ne peut pas être autre chose qu'indépendante. Sinon, elle n'est plus commission électorale nationale indépendante. Et même ses membres... Elle a vocation d'être indépendante. Et même ses membres doivent être indépendants dès lors qu'on sait bien qu'il y en a qui viennent de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Ils ont vraiment cette indépendance-là? Vous ne trouverez pas, nous ne sommes pas au ciel, nous sommes encore sur la terre. On ne trouvera pas des saints sur terre. Tous ceux qui vont animer, on a reproché des choses ici à l'abbé Malou, paix à son âme. Mais je voudrais rappeler que si les élections de 2006 ont eu lieu, c'était lié à l'obstination et à la persévérance de l'abbé Malou. Nous étions députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez que pour prolonger la transition, toutes les composantes s'étaient mises d'accord en 2005? Et on a prétendu qu'il n'y avait pas d'argent. Et lorsque l'abbé Malou a fait le tour du monde pour chercher les moyens pour financer les élections, vous savez que les élections de 2006 ont été financées à 80% par les moyens extérieurs. Et c'était grâce à la crédibilité que l'Église catholique, les églises, les confessions religieuses et l'abbé Malou, dont il bénéficiait de la part de la communauté internationale. Voilà pourquoi on a eu les 480 millions de dollars qui ont financé les élections de 2006. Donc, malgré cela, on a toujours classé les prélats parmi les gens alignés politiquement. Bon, de nature, l'Église est neutre et indépendante. Donc, moi, je continue à croire que la CENI a vocation d'être une structure indépendante, animée par des personnalités, quoique provenant de leur structure politique ou de la société civile, ont vocation à se débarrasser de ces pesanteurs, de cette dépendance et à afficher un comportement et une attitude. C'est vraiment possible? Oui, c'est possible. Au sein de nos partis politiques, on peut trouver les gens plus alignés, d'autres moins alignés. Déjà, ici, devant ces micros, vous pouvez dire, moi je suis de l'AFDC, je suis de l'Union sacrée. De par le fait que mon parti politique, l'initiateur de mon parti, le président national, le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, a orienté notre parti politique vers l'Union sacrée. Nous avons adhéré, nous avons adopté et nous sommes d'accord. Mais en interne, je peux lever une voix peut-être discordante. Je peux être capable de dire, ok, nous sommes là, mais ceci, on pourrait quand même améliorer. Et au sein des partis politiques et des groupes, même au sein de la société civile, on peut trouver des personnalités plus indépendantes ou moins indépendantes que d'autres. On ne sera jamais totalement indépendant. Et attendez, je suis entré en politique par la société civile. Mais je suis catholique, chrétien catholique. Lorsque je vais à la cathédrale, j'écoute quand même l'homélie de Monseigneur Maroy. Et donc, quelque part, en sortant de l'église, je peux être plus ou moins aligné, mais je peux, dans mes attitudes, dans mes propos, les gens peuvent déceler en moi ou en quelqu'un d'autre plus ou moins d'indépendance par rapport au travail qu'il est appelé à faire. Je voulais quand même dire qu'il y a une proposition venant de l'ECD pour une présidence tournante de la société civile. Non. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ce serait une option qui nous ramènerait à faire une révisitation de la Constitution. Parce que la Constitution ne prévoit pas une présidence tournante de la CENI. Et donc, si vous voulez nous faire cet exercice, à cette occasion, d'autres auront tendance à retoucher d'autres articles et d'autres options qui sont verrouillées dans l'article 220. Alors cet exercice-là est dangereux. Merci. Et quand je vois ce qu'est devenu la présidence tournante de la MOUCA, je crains que ça ne puisse fragiliser cette institution que nous voulons ancrer Merci. Avec une vision claire d'indépendance pour des élections
libre, transparente, démocratique, crédible, apaisée et acceptable partout. D'accord, on peut toucher cela sans toucher quand même aux articles verrouillés, les 220, donc dans l'article 220, aux dispositions verrouillées, bien sûr. C'est possible, pas forcément. Désiré Ntaïra. Bon, moi je comprends bien qu'en ce moment nous faisons une chose et son contraire. On dit il est écrit Commission électorale nationale indépendante. Je vois le mot indépendante. Et on veut refuser que les gens qui sont supposés être indépendants ne puissent pas animer cette institution. Ça, c'est une chose de son contraire. Tout à l'heure, Edouard vous a rappelé une chose. Non. En 2006, Malou Malou, il était à la société civile. En 2011, le pasteur Moulounda, il était à la société civile. Et en 2018, Corneille Nangaa également. Ils étaient assistés par qui? Il ne suffit pas d'être président de cette commission sans avoir les autres membres du bureau. Peut-être il ne sait pas ce qui s'était passé. À la proclamation, 2 jours avant la proclamation des résultats de 2006, il y avait une femme du MLC qui avait claqué la porte parce qu'il savait déjà, elle voyait déjà comment les choses étaient en train de se préparer. Peut-être lui ne savait pas. Je peux lui dire même, parce qu'il prend la casquette de militant aujourd'hui, mais il ne sait pas comprendre bien que si nous voulons vraiment que ce pays change, il faut que nous ayons une commission électorale qui sache bien nous amener aux élections non conflictuelles. Est-ce que c'est possible de trouver des gens indépendants? C'est possible, je vous dis. On a toujours accusé certaines sociétés civiles d'être politisées. On peut les accuser. Mais on ne les a jamais responsabilisés. Ayons un bureau de la société civile qui nous prépare des élections. Nous, politiques, nous allons nous retrouver dans cela. Dans la plénière. Mais cela n'est pas le cas. Donc, lorsque notre ami de l'UDPS prend la casquette des militants, il oublie ce qui s'est passé en 2011. Il oublie ça carrément. Parce que nous avons un président à sa propre succession maintenant. Nous allons aux élections de 2023 où le président Tshisekedi sera candidat à sa propre succession. Et que vous soutenez parce que vous êtes à l'Union sacrée. Pourquoi nous les soutenons? Nous ne les soutenons pas en 2023. Nous avons un candidat, nous allons nous présenter. Vous soutenez sa vision? Non, nous sommes dans sa vision. C'est sa vision qui va s'arrêter en 2023, point barre. Il ne va pas nous dire... Si sa vision échoue, vous échouez aussi. Non, c'est sa vision, ce n'est pas notre vision. Nous avons notre vision, nous n'avons pas la vision de Tshisekedi. Posez la question aux gens de l'UDPS, ils ont la vision de Tshisekedi. Nous n'avons pas la vision de Tshisekedi. Nous avons la vision pour la nation, pas la vision de Tshisekedi. Vous le soutenez dans sa vision de l'Union sacrée. Mzayas, vous avez soulevé quelques secondes, s'il vous plaît. Merci. Je voulais quand même corriger quelque chose. Peut-être que tout n'est pas connu de tout le monde. Lorsque Feu Abbé Malou Malou décide de proclamer les résultats, il décide de proclamer les résultats qui ne proclament pas Joseph Kabila Kabange au premier tour. Moi, je suis membre et cofondateur de l'Alliance majorité présidentielle. Lorsque nous étions en réunion, nous nous sommes dit, j'ai entendu des gens dire, Malou Malou est insaisissable. On ne sait pas contrôler ces messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui voulaient absolument qu'au premier tour, que les résultats soient ceux que voulait l'AMP à l'époque. Mais vous dites que Malou Malou a proclamé les résultats dans les chars. Vous pensez que c'était pourquoi? Il n'avait pas beaucoup d'amis. Ni ceux de l'UDPS qui ont boycotté des élections, ni ceux de l'AMP qui voulaient autre chose. Donc il devait être sécurisé par qui? C'est la MONUC qui a sécurisé. C'était un char, pas du gouvernement congolais. C'était un char de la MONUC. Et donc, vous dites qu'il avait... notre ami Norbert Katinti Malo, il était vice-président. Il était vice-président de la CI. À l'époque, il était du RCD. À l'époque, c'était sa composante à l'époque. Donc Malou Malou n'avait pas beaucoup d'amis. Il était en danger. Et vis-à-vis des tenants du pouvoir, et vis-à-vis de l'opposition, et parce qu'il nous a amené l'argent, on ne savait pas où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là. Il était dangereux pour tout le monde. Il a bien joué son rôle, il nous a conduit au deuxième tour. Merci. Et c'est au deuxième tour que Joseph Kabila Kabange a été le président. Merci. Je vous écoute, Maître Makala. Vous savez, lorsque j'ai senti mon ami Taïra
aujourd'hui en difficulté. Il vous rappelle qu'il faut pas une chose et son contraire. Donc il ne faut pas vouloir que la société civile, la CENI soit indépendante alors que vous ne voulez pas des personnes vraiment indépendantes. Non. En fait, le prof Moupila l'a dit, au départ, l'indépendance de la CENI n'est pas une option. C'est une obligation légale. C'est une institution qui est appelée à être indépendante. Oui. Cependant, vous devez reconnaître que l'indépendance n'est pas seulement dans les textes. L'indépendance, c'est aussi les animateurs. D'ailleurs, il vient lui-même de se contredire à plusieurs reprises. Il dit que en 2018, il y a une dame de MLC qui en 2018, qui n'avait pas été d'accord avec la manière dont les choses se sont passées et elle avait jugé de claquer la porte. Cette personne, est-ce qu'elle est de la société civile? Mais elle était venue d'un parti politique. Mais pour lui, elle a gardé son indépendance. Voilà les animateurs dont nous avons besoin. Si l'opposition, la société civile, la majorité au pouvoir veulent assez que nous puissions avoir exactement une CENI qui est et qui reste indépendante, toutes les composantes doivent nous envoyer des personnalités indépendantes. Et le professeur Ignace l'a dit, il y a des gens dans toutes les organisations qui sont indépendants et qui peuvent rester intègres. Alors, malgré les responsabilités auxquelles ils sont appelés. L'IDPS, vous étiez à l'opposition hier, vous avez accusé la CENI de tous les mots possibles, vous avez même injurié la machine à voter qui était utilisée. Aujourd'hui, pourquoi ne pas faire la différence? Non, au contraire. Prendre en compte cette indépendance-là. Au contraire, nous y avons cru. Nous étions le premier à dire, avec ou sans machine à voter, nous allons aller au vote. Ceux qui ont refusé la machine à voter, ceux qui ont décrié l'indépendance jusqu'à la fin, c'est la mouka de mon ami Taïra. Vous avez taxé la CENI de tous les mots parce que les archives existent. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas faire la différence et peut-être renforcer cette indépendance? On a déjà fait la différence. Parce que si l'on peut trouver, si l'on peut mettre en place aujourd'hui une CENI où il y a 5 membres de la société civile, 5 membres de la majorité, alors que la majorité actuelle, elle est très plurielle. On aura 5 membres. Et donc, de ces 5 membres que nous, en tant que majorité, nous allons désigner, et exactement, nous allons trouver dedans des délégués de ensemble, des délégués d'IMLC, des délégués de l'INC, peut-être même un seul de l'IDPS. Et donc, si vous allez très loin dans les analyses, vous allez vous rendre compte que, bon, si indépendance, il n'y en aura pas, ça ne sera pas influencé par Félix Tshisekedi et son IDPS. Parce que nous aurons le plus grand nombre qui ne seront pas désignés par l'IDPS et le président de la République. Parce que nous aurons 5 qui seront désignés par la société civile. Séraphin, oui, à vous la parole, s'il vous plaît. Oui, et puis après vous, on va passer à la conclusion. Je voudrais dire par rapport à ce que le doyen Moupira a dit, aucune de nos propositions n'amène à une révision constitutionnelle. Avant de continuer avec ce que vient de dire, d'insinuer monsieur de l'UDPS ici, je voudrais lui rappeler ceci, que monsieur Félix, à l'heure qu'il est, n'est pas l'homme du changement. Il est incapable d'amener un changement qui va pousser vers le développement du pays. Comment ça? La facilité avec laquelle il a accédé au pouvoir constitue un danger permanent pour notre pays. Et j'en appelle à toute la population congolaise de se débarrasser de lui à l'autre des élections qui viennent. On parle de la réforme de la CENI. La réforme de la CENI. Si l'expérience n'a rien donné, nous pouvons laisser la CENI évoluer comme ça. Alors, si nous voulons provoquer un changement à partir de l'expérience passée, nous avons intérêt de mettre les politiciens en dehors de la CENI. Si nous voulons réellement des apaisées et acceptées par tous, comme l'a insinué le doyen Ignace,
nous devons mettre les politiciens en dehors. La CENI, c'est une structure d'appui à la démocratie comme le CESAC. Et pourquoi nous devons y mettre les politiciens? Parce que c'est ça qu'on n'a pas de politiciens. Nous voulons une CENI, dépolitisation totale de la CENI si nous voulons le développement de notre pays. Merci. Et tous ceux-là qui aiment ce pays devraient militer dans ce sens. L'expérience a prouvé que les politiciens à la tête de la CENI, dans les structures de la CENI, n'a donné que des chaos. Et on n'a pas intérêt de continuer dans la même chose lorsque les résultats sont médiocres. On n'a pas besoin de les retenir. Nous avons besoin de réformer la CENI et le président élu insiste sur les réformes institutionnelles dans toutes les propositions, dans tous les débats au niveau international. Nous insistons que nous devons avoir des réformes institutionnelles efficaces pour le développement de notre pays, pas seulement de la RDC et de toute l'Afrique en général. Merci bien. On va passer à 1 minute de conclusion pour tout un chacun, mais avant cela, je ne sais pas, du côté technique, est-ce qu'on peut retrouver la vidéo sur l'arrivée du président Félix Tshisekedi qui est arrivé à Goma cette semaine pour une visite. Donc, il s'est rendu là-bas pour une mission vraiment humanitaire, compatir avec une mission de compassion, pardon. Voilà, c'est donc ces reportages dans quelques instants. On va écouter, on écoute ces reportages de Giscard Koussema de la présidence de la République, donc dans l'équipe de communication. Retourné manque d'élogie. C'est pour manifester sa proximité affective et effective avec cette population que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont arrivés à Goma ce samedi en début de soirée. Le couple présidentiel a choisi un régulier de la compagnie africaine d'aviation pour venir consoler cette population qui a stoïquement résisté à la colère de la nature. Sur le tarmac de l'aéroport de Goma, le président de la République et son épouse ont été accueillis par les gouverneurs militaires des provinces avant de traverser la haie d'honneur formée pour la circonstance. Députés nationaux, sénateurs, ministres, notables et autres dépositaires des pouvoirs d'État sont venus saluer le couple présidentiel en mission de compassion dans le Nord Kivu. Malgré l'obscurité, la population massée à l'aérogare de Goma a manifesté sa joie de voir le premier citoyen venir à sa rescousse. Un bain de foule qui témoigne du degré d'affection de cette population à son président de la République très attentionné par l'essor de sa population. Ainsi qu'il l'avait promis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu à Goma pour suivre de plus près l'opération d'assistance humanitaire à quelques 1700 personnes, dont 3500 maisons ont été détruites par le volcan Nyiragongo. Giscard Koussema Kamba de la cellule de communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Et en rappel, sachez que le 13 juin, depuis 2007, les journalistes du Sud Kivu se rappellent de leur confrère Serge Maïché, journaliste et directeur d'antenne des radios Okapi Bukavu, qui a été abattu par des hommes en pleine rue ici à Bukavu alors qu'il discutait avec deux de ses amis. 14 ans après, sa famille et ses amis sont restés sur leur soif par rapport à son assassinat. Les journalistes du Sud Kivu qui se souviendront de Serge Maïché, rédacteur en chef des radios Okapi, 14 ans déjà, il nous manque, paix à son âme. Conclusion de cette émission débat. Monsieur Ignace Moupira, 1 minute s'il vous plaît. Oui, 1 minute chacun. Merci, j'ai dit également paix à son âme, Serge Maïché, Serge Maïché, qui était un grand ami. Merci. S'agissant de la CENI, la loi telle qu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat attend d'être promulguée dans les 15 jours francs par le président de la République. Cette loi nous donne des avancées. Il y a des options qui ont été levées sur le plan de la gestion administrative de la CENI, sur le plan des aspects juridiques, les aspects moraux. Quand on dit que les animateurs doivent être intègres, indépendants, et ils ne doivent pas être
à la traîne ou à la merci de leurs composantes ou de leurs partis politiques, mais également des aspects de gestion. Quand on dit qu'il faut privilégier la gestion orthodoxe, dans la passation des marchés, dans la commande des équipements, et dans la gestion financière, etc., etc. Donc ça, ce sont des avancées. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été réglés dans cette proposition de loi de Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Donc c'est le moindre mal pour moi. Parlant de la réforme, c'est que la société civile et les églises qui sont montées au créneau d'ailleurs attendaient, c'est la dépolitisation. Il y a également des partis politiques qui attendaient la dépolitisation. Ça signifie en clair qu'on laisse la CENI entre les mains des animateurs provenant de la société civile des églises uniquement. Dans l'entendement de certaines personnes, c'était cela. Donc ce sont là les faiblesses. Oui, dans l'entendement de ces personnes-là. Et donc, je dis, c'est une réforme qui a des allures hésitantes, dans la mesure où on n'a pas pu trancher. Mais nous, de la FDC, nous avons opté pour cette loi telle qu'elle a été proposée par la Commission politique, administrative et juridique. Et donc, dépolitisation ou politisation, il était difficile de dépolitiser totalement une institution qui a une vocation politique. Merci. On doit travailler sur les aspects que j'ai soulevés ici. Merci. La gestion orthodoxe, le respect des questions juridiques, des aspects moraux et sur l'indépendance des personnalités qui doivent animer cette structure, quelle que soit leur provenance. Merci. Désiré, je viens de constater. On va terminer l'émission, oui. Tout à fait. Je viens de constater que parmi les discours du président Tshisekedi, il disait qu'il faut arriver à dépolitiser la CENI. Mais malheureusement, il constate qu'elle reste politisée parce que rien ne lui empêche, ne le retarde même pas une minute. Il va promulguer cette loi, mais une loi qui va nous amener à des élections, je dirais, conflictuelles, parce que c'est une loi qui va favoriser un seul cas. On va voir comment ça va se passer dans la loi électorale, parce que si cette loi-là ne nous amène pas à de deux tours, un tour à deux tours, je dois constater que c'est déjà un problème qui sera là. Parce que même le président de la République avait souhaité qu'il y ait révision de certains articles de la Constitution pour qu'on aille de un tour à deux tours. Merci beaucoup. Voilà. Edouard Makala, rapidement. En tout cas, moi je pense que le cap a été franchi. Il y a des avancées, plusieurs avancées même dans... Allô, bonjour. Oui, je viens de vous appeler. Vous pouvez lire mon message. Oh là là, c'est jeune. Oh non, on pensait que c'était en direct, oui. Oui, en tout cas, il y a des avancées. Oui. Et tout ce qu'on aurait voulu que soit la CENI, elle est en train de le devenir. À part le fait que certains acteurs... Rapidement, s'il vous plaît. Oui, à part le fait que certains acteurs politiques auraient souhaité, c'est que l'on prenne la responsabilité des élections, de l'organisation des élections, et qu'on la remette entre les mains de la société civile. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Parce que l'institution elle-même, elle est à vocation totalement politique. Donc il faut toujours garder une CENI politisée, c'est bon. Non, ce n'est pas politisé parce qu'il y a des équilibres. Oui. On a créé l'équilibre pour qu'en fait, toutes les composantes puissent se contrôler. Quand on refuse la dépolitisation de la CENI, c'est-à-dire on accepte quoi? Non, vous savez que même l'opposition, même la loi proposée par Lutundula à l'époque, opposant, il n'avait pas dit dans sa proposition de loi que les animateurs de la CENI devraient provenir de la société civile. Non, ce qu'il a proposé... Ce qu'il a proposé, et d'ailleurs sa proposition a été portée, comme je l'ai dit, par les organisations de la société civile, c'est ce qui a été adopté. Je voudrais dire ceci. Si M. Félix aime réellement la RDC, il est temps qu'il arrête avec cette loi de Lutundula qui renferme des germes, des violences et des contestations d'avance. Donc d'avance, vous commencez les contestations avant même les élections. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous allez remarquer... S'il vous plaît, Makala, vous n'avez pas la parole. Oui. Monsieur le journaliste, vous allez remarquer ce qui suit. Que le changement, c'est maintenant aujourd'hui. Et c'est là qui doit
c'est cela dans lequel, c'est dans ce sens que M. Félix doit s'inscrire pour marquer son empreinte digitale dans notre pays aujourd'hui. Et s'il ne le fait pas, il aura raté une grande occasion. Il a déjà fait beaucoup de bavures. C'est aujourd'hui qu'il doit réparer en laissant la CENI en dehors des politiques. On termine, merci beaucoup. La réforme de la CENI, c'est question d'élever des consciences de ces nouveaux animateurs parce qu'on peut venir de la société civile. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez garder votre silence? Il y a un message que je suis en train de lire et respecter le plateau. Vous deux. La réforme de la CENI, c'est question d'élever des consciences de ces nouveaux animateurs parce qu'on peut venir de la société civile et être inféodé par les politiques si on a une conscience réformatrice de changer les choses. Eugène Mobalama qui a tenté de nous appeler tout à l'heure, c'est son message. Merci beaucoup, cher Eugène. Moi, je pensais que vous étiez en direct en train de nous appeler, raison pour laquelle j'ai décroché. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission avec intérêt sur Radio-Télévision Ngoma Yakevu. Merci pour tous les bips reçus, tous les messages également. Certainement que je vais avoir d'autres messages. Ceux que je n'ai pas lus sur ces plateaux, donc je ne les ai pas eu à temps. Merci à Désirant Taïra, il est communicateur des Ensembles. C'est parti, cher à Moïse Katumbi. Je suis Kivu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à M. Ignace Moupira, au cadre de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, et ancien sénateur à l'époque de la transition. Merci beaucoup. Député national, pardon. Merci beaucoup. allez, merci bien. Vous avez certainement plusieurs casquettes, hein, on ne va pas les énumérer tous ici. Merci beaucoup, M. Ignace. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas avec nous. Merci à Edouard Makala, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, Bukavu, secrétaire fédéral à la justice et aux droits humains à l'IDPS. Merci beaucoup. Merci. Merci à Séraphin Morola, secrétaire exécutif provincial adjoint de l'engagement citoyen pour le développement décidé Sud Kivu. C'est parti, cher à l'opposant Martin Fayoulou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour un autre numéro de l'émission Débat. Par la grâce de Dieu, on se retrouve donc dimanche prochain. Jusqu'à dimanche, portez-vous bien. Je suis Mitima de la Chance. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Jean-Marie Chocano, que nous aimons appeler Alain Moloto, c'est donc lui qui était du côté de la technique télévision, alors que du côté radio, c'est Liku Lusombo qui était là. On se retrouve donc par la grâce de Dieu prochainement. Vous voulez participer dans cette émission, c'est possible. Composez les numéros affichés sur vos petits écrans ou les 09 92 11 30 86 09 92 11 30 86 pour vous qui nous suivez à la radio. Même par WhatsApp, c'est possible de participer dans cette émission ou soit de nous contacter. Jusqu'à la prochaine occasion donc, portez-vous bien et bye bye. Merci. C'est ça.